présente. Donc, moi, je suis Céline Gillet. Je fais partie de la tribu Software Craftsmanship à Octo Technologies. Ça fait un petit peu plus de 10 ans que je fais du développement, du conseil, de l'accompagnement sur des pratiques de qualité logicielle. Et puis, à mes heures perdues, un petit peu de formation également. Donc, sur des sujets qui me tiennent à cœur, essentiellement autour du craft. Donc, tout ce qui est pratique de TDD sur du Test Driven Development, du Clean Code, ou encore comment est-ce qu'on arrive à intervenir sur du code avec un legacy de plusieurs années. Tout ce que je vais vous raconter, c'est issu d'un retour d'expérience, donc d'une mission qui s'est passée cette année. Et l'objectif de la mission, c'était quoi? C'était de travailler sur le futur système de comptabilité d'une des grandes banques françaises et internationales. Donc l'objectif, c'était quoi? C'était pouvoir penser et designer une architecture qui soit capable de répondre aux enjeux de volumétrie. Donc quand on dit enjeu de volumétrie, ça va être tout ce qui est l'objet d'acquisition régulière d'entités comptables. Donc concrètement, vous arrivez, on vous dit vous allez avoir un certain nombre d'intégrations, de calculs et d'exports sur des centaines de millions de données. Donc ces millions de données, en fait, qu'est-ce que ça représente? C'est des informations comptables et financières. Donc on va parler en fait de mouvements financiers. Ok, donc ça c'est votre feuille de route. Vous arrivez et on vous dit en ligne directrice, vous avez 3 mots: performance, scalabilité et robustesse. Donc on met un plateau agile d'une 30aine de personnes. Donc on va avoir des profils très différents. On va avoir des architectes, des business analysts, donc de l'expertise en termes de métier, des coachs, des développeurs et des ops. Et c'est de se dire, finalement, l'architecture que vous allez proposer, est-ce qu'elle va être en capacité de répondre justement sur ces enjeux de volumétrie? Donc le métier a priorisé des fonctionnalités aujourd'hui qui, sur le mainframe, sont consommatrices et portent un certain nombre de problèmes au niveau des temps de traitement et d'exécution. Et ils ont sorti 3 grands pans fonctionnels pour se dire, prenons des fonctionnalités concrètes et voyons ce que ça donne avec une nouvelle architecture. Sur ces pans fonctionnels, la réflexion de départ, c'est de se dire qu'est-ce que ça représente vraiment? Est-ce que c'est un composant, un microservice? Est-ce que c'est une application, plusieurs applications? Au départ, on ne savait pas trop. Donc, on a choisi de parler de composants. Et puis, on s'est dit, finalement, cette notion de composant, c'est devenu au fur et à mesure du temps l'unité clé de notre architecture. Un composant, c'est quoi? Un composant, c'est déjà un rôle clair. Ça a l'air une évidence comme ça. Mais quand vous êtes sur votre plateau projet, si vous n'êtes pas capable de pitcher le job de votre composant de façon claire, en général, c'est qu'il y a un problème, peut-être qu'il fait trop de choses. Un composant, ce n'est pas forcément une fonctionnalité. Non, c'est un ensemble de fonctionnalités, de use case métier. Et ce qui est important, c'est qu'il y ait une unité logique et cohérente autour de ces fonctionnalités. Un composant, ça représente le fond. Il fait un certain job. Et par contre, la forme, on va pouvoir avoir différents moyens d'interaction avec le composant. Donc typiquement, je vais pouvoir notifier mon composant via des appels d'API. Donc par exemple, on va pouvoir les utiliser pour armer des tests de performance. Ou alors via une interface graphique pour, par exemple, recéter les cas d'utilisation, ou alors sur un autre mécanisme de communication, par exemple, entre différents composants, via des appels JMS. Un composant, ça peut avoir une vision fonctionnelle, ou ça peut avoir une vision métier. Il n'y a pas de contrainte par rapport à ça. Un composant à vision fonctionnelle, dans le monde de la banque, ça va pouvoir être un composant qui va offrir un certain nombre de fonctionnalités autour du calcul des soldes. Un composant à vocation technique, ça va être un composant qui, par exemple, prend en charge le traitement de la sortie d'une brique technique pour pouvoir venir l'intégrer dans un autre composant. Donc tout ce qui est problématique d'encodage ou de transfert de fichiers. Donc là, on est sur un composant à vocation beaucoup plus technique. Un modèle de passage à l'échelle. On sait que nos composants, aujourd'hui, on connaît
l'état de la volumétrie, mais on sait que dans 1 année, 2 années, 3 années, cette volumétrie elle sera beaucoup plus importante. Donc dès aujourd'hui, en fait, il faut se poser la question, notre composant, comment est-ce qu'on va choisir de gérer son passage à l'échelle? Un certain nombre de caractéristiques. Donc, au niveau des caractéristiques, donc là c'est un peu la recette au Père Noël. On s'est posé, on s'est dit, bah voilà, notre composant, finalement, on voudrait qu'il ait tout ça. De la testabilité, pour qu'on puisse en isolation facilement le tester et rapidement, de ne pas avoir toute une chaîne autour pour pouvoir démarrer dessus. Être autonome et indépendant, donc ça apporte un certain nombre de choses au niveau de la construction des déploiements et notamment du release management. Être ouvert aux changements, aux évolutions. On est en train de parler d'un projet qui va durer sur plusieurs années. Donc aujourd'hui, sur le papier, on pense en tout cas faire les meilleurs choix d'un point de vue technique. Par contre, est-ce que ça sera toujours les meilleurs choix dans 6 mois, dans 1 an, dans 1 an et demi? Certainement pas. Donc il faut qu'on essaye aussi d'organiser nos composants pour qu'ils soient le plus possible réceptifs à ces changements d'évolution technique. Évidemment, un composant, c'est lui qui est responsable de ses performances. Donc il doit être garant de ses tirs sur des campagnes de volumétrie. Et puis il doit être également tolérant à tout ce qui est panne, mécanisme de rejet. Donc il faut partir du principe qu'un composant, on va pouvoir le perdre à n'importe quel moment. Et ce composant-là, si on l'a perdu au moment où il était en train d'effectuer un certain nombre de traitements, il va falloir que ce composant prenne en charge le développement d'un mécanisme de rejet. Ok, donc cette notion de composant, là on est sur du trait théorique. Maintenant, si on le décline, un exemple de composant qu'on avait sur le projet, donc c'est le composant d'intégration. Le composant d'intégration, il a en entrée des fichiers de mouvements financiers à consommer. Et puis en sortie, ce qu'on s'attend à avoir, c'est des mouvements financiers qui sont d'un point de vue comptable entrés dans le système. Alors cette notion d'un point de vue comptabilité, je ne sais pas si vous avez déjà bossé en banque, mais le fait que c'est rentré dans le système, ça a une notion forte en termes métiers. On a un certain nombre d'étapes et d'opérations sur du parsing, du contrôle de validité, du defaulting, l'enrichissement. Donc ce composant, il va prendre en charge toutes ces opérations-là. Donc il a un job, c'est clair, et il va y avoir différentes fonctionnalités à l'intérieur de ce composant. Donc nos composants, à un moment donné, il va falloir qu'on les chaîne pour pouvoir réaliser le traitement métier de bout en bout. Donc un composant, c'est finalement un maillon de la chaîne, un maillon de votre chaîne. Et l'assemblage de tous les composants, ça va mettre et réaliser un pipeline de définition de traitement métier. Ce pipeline de définition, il a aussi plusieurs caractéristiques. Une des premières caractéristiques, c'est qu'un pipeline, il a forcément un déclencheur. Ce déclencheur, ça va pouvoir être l'arrivée d'un fichier, ça va pouvoir être, il est 18h et c'est l'heure de déclencher l'arrêté comptable quotidien pour une entité. Donc on peut avoir différents types de déclencheurs. Et c'est ces types de déclencheurs qui va faire que l'on ait soit un pipeline dans une optique de flux, c'est-à-dire une intégration de la donnée le plus rapide possible en temps réel, ou une intégration de données de type batch, c'est-à-dire que des traitements de masse vont se lancer de façon régulière. Donc les composants métiers, donc on en a plusieurs qui sont chaînés. Et puis, on a eu un besoin rapide qui a émergé, c'est un composant d'orchestration, pour mettre un petit peu en musique toutes ces notions-là. Le composant d'orchestration, ça reste un composant finalement comme un autre, mais ce composant d'orchestration, systématiquement, c'est lui qui va notifier les composants métiers, donc les composants qui sont représentés en orange, et chaque composant métier, lui, aura le droit de dialoguer uniquement avec le composant d'orchestration. Il faudra systématiquement repasser par ce composant d'orchestration. Pourquoi est-ce qu'on a mis ça en place? Notamment pour avoir du suivi. Et en fait, c'est vraiment le composant d'orchestration qui est responsable de déclencher les différentes étapes, de donner de la visibilité, et on verra en quoi ce fonctionnement est aussi important sur les aspects de robustesse. En termes de stockage,
un composant a le droit de dialoguer avec une seule base de données. Donc dans notre système, on avait deux bases différentes. On avait une base pour les composants métiers. On est parti sur un cluster Cassandra, et une base pour le composant d'orchestration, qui en l'occurrence était une base Oracle liée à notre client, puisqu'il avait ça comme base de données relationnelle. En termes d'écriture, une table, dans n'importe quelle base, elle est écrite par un et un seul composant. On a un seul composant qui est responsable de l'écriture des informations d'une table. Par contre, plusieurs composants peuvent venir consommer en lecture cette donnée pour pouvoir réaliser des traitements. Donc, si on reprend l'exemple de notre composant d'intégration, donc ce qui va se passer en fait dans le pipeline, on va avoir des fichiers de mouvements financiers qui vont être envoyés. Donc, ça représente des millions et des millions de données. Le composant d'orchestration qui, lui, polle régulièrement l'arrivée des fichiers, va détecter justement ce déclenchement-là, va notifier le composant d'intégration, et le composant d'intégration va effectuer l'ensemble des étapes et venir sauvegarder en base l'ensemble des mouvements financiers. Il va faire un retour, un acquittement au composant d'orchestration, et le composant d'orchestration, libre à lui, après, de déclencher d'autres composants métiers, et y compris en parallèle. Donc ça permet aussi de pouvoir construire avec le métier des traitements et des scénarios qui sont logiques, où vous pouvez justement paralléliser vos traitements. Petit tips aussi, pour savoir facilement, quand on scrute l'étape d'une base de données, savoir quel est le composant responsable en écriture. Nous, on a choisi de mettre des quadrigrammes pour identifier nos composants. Ça peut aider aussi en termes de maintenance et de volatilité par la suite, si vous voulez pouvoir retrouver facilement qui est maître de la lecture ou qui est consommateur. Au niveau des bases de données, on a deux types de bases dans le schéma qu'on a vu précédemment. On a eu du stockage de données à faire qui ne demandait pas, on va dire, des capacités non relationnelles. Donc typiquement, la base au niveau orchestration, on était sur une base Oracle. L'avantage, je les ai mis rapidement, on est sur des technos qui sont matures, on est sur un système où on peut bénéficier des transactions, où on peut exécuter un certain nombre de requêtes avec des jointures. L'inconvénient de ce modèle-là, c'est qu'on est sur un modèle de scaling vertical. Donc, c'est-à-dire que plus vous voulez avoir de puissance, il faut que vous ayez sans cesse un serveur plus puissant, etc., etc. On est en général sur des systèmes où on a de la volumétrie moyenne, des performances limitées et où on peut potentiellement avoir des coûts de licence qui sont relativement importants. Côté Cassandra, donc on a utilisé Cassandra pour nos composants métiers. Déjà parce qu'on allait avoir une forte volumétrie et on voulait aussi adresser sur la partie stockage de données les problématiques de performance, de haute disponibilité et de scalabilité linéaire. Le modèle d'Apache Cassandra, comment est-ce qu'on arrive à passer à l'échelle? On est sur un système en scaling horizontal, c'est-à-dire qu'on est sur un mécanisme de commodity hardware où on va chaîner des petits serveurs et quand on a besoin d'avoir plus de puissance, on va rajouter un nœud dans notre cluster. Ce qui se fait de façon plus simple que quand on est sur une base de données relationnelle ou sur un système où on est en maître-esclave. Les inconvénients, on est sur un langage dédié, du SQL, donc là qui est vraiment associé à la techno qu'on choisit derrière, sur du Cassandra Query Language. On n'a pas de système de transaction et pas de système de jointure. Donc quand on a l'habitude de venir du monde relationnel, ça change un petit peu les choses. Pourquoi Apache Cassandra? Donc on a vu qu'on l'avait pris sur le stockage des infos des données métiers, pour avoir de la performance, de la scalabilité linéaire. Par contre, ce gain qu'on se fait sur ces parties-là, ça impose d'avoir une modélisation et un stockage spécifique. En gros, Cassandra, il n'est pas là pour remplacer les bases de données relationnelles. On est bien sur deux besoins qui sont complètement différents. Et sur un projet, vous pouvez très bien avoir les deux bases, ça pose aucun souci. Et typiquement, dans notre cas, c'était bien deux bases différentes qu'on avait.
En termes de modélisation, qu'est-ce que ça impose? Pour modéliser, l'idée, c'est vraiment de partir des cas d'utilisation métier. Pourquoi est-ce qu'on parle des cas d'utilisation métier? Parce qu'on va pouvoir avoir tout ce qui est pattern d'accès aux données. Et ces patterns d'accès aux données, ça va vous permettre d'avoir toutes vos requêtes de lecture. C'est le mode Design by Query. Donc, si vous avez vos requêtes de lecture, vous allez pouvoir écrire de façon à avoir de la performance. Donc, vous êtes sur un système où, si vous voulez avoir de la performance, il va falloir écrire les données d'une certaine façon pour qu'elles correspondent aux requêtes de lecture. En termes de stockage, on est aussi sur des choses qui sont un petit peu différentes. On est sur des partitions, sur un système de partitionnement. Et l'objectif, c'est d'avoir des partitions qui soient réparties de façon équilibrée au sein de votre cluster. Donc, la cible, la recommandation de Cassandra, c'est une requête. Quand vous faites une requête, vous devez atterrir sur une partition, donc concrètement sur un nœud de votre cluster. Si vous arrivez à répondre à cette cible-là, vous aurez de la performance. Donc, ça veut dire qu'il faut bien travailler ces use cases et la façon dont on stocke les données. On a parlé métier, on a parlé composants, typologie des composants. Et ce qu'on s'est dit, c'est que finalement, on était sur un projet où on devait démontrer une capacité d'architecture. Et on sait que de toute façon, les choix techniques qu'on fait, on allait les remettre en cause régulièrement parce qu'on allait avoir des temps de réponse qui ne vont pas être au rendez-vous. On sait qu'on allait tester des frameworks de parsing, mais pourquoi tel framework plutôt qu'un autre? Donc on allait avoir besoin justement de pouvoir changer et tester des choses rapidement. Donc ce qu'on s'est dit, c'est que la valeur d'un composant, c'est ses cas d'utilisation, ses services métiers. Et finalement, cette valeur-là, l'objectif, c'est de l'isoler et de la protéger de toutes les évolutions techniques. Donc de ne pas faire en sorte que ça soit couplé à un choix de stockage, à Apache Cassandra. Demain, si on change de solution, il faut que notre centre et notre valeur d'un composant ne puissent pas être mis en cause. C'était de se dire, le modèle métier, c'est surtout pas notre modèle de stockage. Donc dès le départ, on s'est interdit d'avoir un seul modèle qui puisse répondre aux enjeux de stockage et puisse à la fois représenter correctement notre métier. Donc tout de suite, on est parti sur le fait de décorréler ces deux modèles-là. On sait qu'on va avoir des évolutions sur des cycles de vie qui sont complètement différents entre le métier et toutes les briques d'infrastructure. On va vouloir aussi pouvoir tester sur des problématiques précises. Quand je teste mon métier, quand je teste le métier de la banque, il y a un certain nombre de règles de gestion sur des calculs de compensation, sur des calculs de valorisation. C'est très métier. Quand on écrit des tests, c'est ça qu'on veut tester. Ce n'est pas le fait que ma base soit là ou mon framework de parsing fonctionne correctement. Donc bien isoler les choses. Tous les aspects techniques, de les isoler et de ne pas partir bille en tête dessus. Plutôt de se focaliser sur le métier, de commencer à apprendre sur le système et puis de voir tout ce qui est branchement, implémentation technique par la suite. Donc ça ressemble un petit peu à ça, si on projette en termes de schéma. Donc on retrouve au centre notre composant. Donc un composant, c'est schématisé comme ça. On a notre domaine au milieu. Donc ça va être les entités comptables, les soldes, enfin tout ce qu'on manipule comme objet dans le métier. On va avoir un certain nombre de cas d'utilisation autour de ce domaine. Et puis on va avoir tout ce qui concerne l'infrastructure. Des points d'entrée différents. Donc là aussi, on a voulu tout de suite mettre en place des points d'entrée différents pour se dire il faut qu'on ait plusieurs accès à notre composant pour qu'on puisse justement travailler de façon sereine. Donc la partie API, on l'a utilisée pour pouvoir écrire nos tests, à un moment donné pour pouvoir lancer des tirs de performance. La partie JMS Event, ça a été utilisé entre la communication du composant d'orchestration et des composants métiers. La partie job et interface graphique, ça a été utilisé pour des besoins de développement sur des opérations de composants et aussi pour permettre aux métiers de tester régulièrement le comportement des composants.
En fournisseur de données, donc on avait 2 types de bases différentes. On pourrait en avoir plusieurs. Et on avait également un système de fichiers. Donc ça, c'était un point clé, puisque tout ce qui est rentré en fait dans notre système nous provenait de fichiers. Et puis une partie configuration, évidemment, transverse pour armer tout ça. Ok, donc notre composant, un certain nombre de prérequis dessus, du périmètre, des caractéristiques, de la clean architecture. Et c'est de se dire, finalement, on a 2 volets. Pour pouvoir tester un composant, on a un volet qui va concerner le métier et un volet qui va concerner la performance. Le volet qui va conserver justement la pérennité du métier, ça va être de pouvoir commencer à développer les use cases de façon progressive. Donc quand on commence, déjà on n'a pas la cartographie de tous les composants. Bien malin celui qui va pouvoir vous dire il va y avoir 8 composants et on va découper ça comme ça et les frontières... non, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Donc quand on commence, au début, on a un seul composant. Et puis on commence à travailler avec le métier, à faire des ateliers d'example mapping, à demander des fichiers d'exemple, comment se font les calculs, à faire différentes sessions aussi au niveau des événements. Qu'est-ce qui rentre dans mon système? À quel étage je dois être? Et on se rend compte que quand on fait ces ateliers-là, l'expression du besoin au départ est simple. Puis au fur et à mesure que vous discutez avec le métier, vous allez avoir des étapes qui vont se rajouter en permanence. Ah ben non, mais il y a aussi cette étape-là. Ah, puis là, il faut vérifier. Comment est-ce qu'on vérifie? Il faut appeler un référentiel. Ah bon, ok. Et finalement, au fur et à mesure, votre frise, elle va s'agrandir. Et c'est au moment où cette frise s'agrandit que vous commencez à dessiner les frontières entre vos différents composants. Donc on est parti sur un composant. On a commencé à travailler, à implémenter les règles de gestion. L'objectif, c'était vraiment de valider au plus tôt que le métier était correct. En gros, qu'on cochait rapidement le métier, tout en respectant une pyramide de tests qui est saine. Donc la clean architecture nous a aidé aussi sur cette partie-là pour avoir une base de tests unitaires qui soit importante. Donc pour avoir de la précision, de la fiabilité et des tests qui s'exécutent aussi de façon rapide. Et puis une fois qu'on a validé le métier d'un composant, on peut s'attaquer au volet performance. Le volet performance, nous, il y avait 2 cas, ce qu'on voulait récupérer en fait sur le volet performance d'un composant, c'était les temps de réponse sur des volumétries cibles. Donc là, on a discuté avec le métier, c'est de se dire, on va faire des benches réguliers et on va tester des choses à 1 million. Un fichier avec 1 million de mouvements financiers, puis 10 millions, puis 100 millions, puis 150 millions. Donc on voulait avoir ces temps de réponse. Et ce qu'on voulait aussi vérifier, parce qu'on était attendu sur ce volet-là, c'était est-ce qu'on a bien de la linéarité dans nos temps de réponse. Et c'est ça l'enjeu. Parce qu'aujourd'hui, on arrive à passer 150 millions. Alors ça représente peut-être l'un des plus gros fichiers qu'on a actuellement. Et peut-être que dans 1 an, dans 2 ans, ça sera une volumétrie beaucoup plus importante. Donc peut-être qu'on aura plusieurs instances de ce composant. On aura un modèle de scalabilité différent, mais finalement, ça restera que de l'infra à rajouter derrière pour que ça fonctionne. Au niveau du retour d'expérience sur comment adresser la performance, le REX que je veux vraiment vous faire, c'est partez pas sur la phase 2 tout de suite. C'est ce qu'on a fait en tant que bon développeur. On cherche tout de suite à automatiser les choses, à se dire oui, mais c'est bon, on a compris, on a un fichier, on va passer 1 million, 10 millions, il faut qu'on ait les temps. On cherche tout de suite à se rassurer. Donc on cherche à automatiser, à passer la volumétrie le plus rapidement possible. En général, vous avez aussi un peu de pression de votre client qui vous demande régulièrement où est-ce que vous en êtes, surtout quand votre feuille de route, c'est performance, scalabilité et robustesse. Donc prenez bien le temps sur une phase d'exploration et d'apprentissage. Si vous réussissez cette phase-là, les 2 phases d'après, vous allez les décliner rapidement.
Donc nous, on a commencé par l'automatisation, l'industrialisation sur des grosses volumétries. On s'est cassé les dents, donc on est revenu un petit peu en arrière. On s'est posé à un moment donné pour se dire, la volumétrie, on n'arrivait pas à faire passer les choses. 100 millions, si vous avez une ligne, que vous produisez 4 lignes de log, votre infrastructure de log, la première fois que vous allez lancer, ça va juste s'écrouler. Donc votre système va fumer et en fait, vous n'avancez pas. Donc vous cherchez à réparer en fait l'infrastructure, vous courez après le temps et là, vous n'êtes pas en train de partir sur des bonnes bases. Donc l'idée de cette phase d'exploration et d'apprentissage, ça va être déjà de passer par une première étape de formalisation. La formalisation, concrètement, c'est quoi? C'est déjà, posez-vous sur votre composant, quel scénario vous allez lancer. Il ne s'agit pas d'en avoir plein. Nous, par exemple, sur le composant d'intégration, on n'en avait qu'un seul. Donc là encore, privilégiez la qualité par rapport à la quantité. Ne faites pas rentrer dans vos scénarios tous les cas d'erreur où vous allez avoir du parsing. Non, ça, ce n'est pas du tout l'objectif des tiers de performance. Travaillez sur vos échelles de volumétrie. Ça va vous permettre de préparer aussi vos templates pour la suite, pour les temps de réponse. Est-ce que vous allez partir sur 1 million? Est-ce que c'est trop? Peut-être qu'il faut déjà partir sur quelque chose de plus petit. Dessinez en fait justement ces échelles-là, sachant que sur les échelles, si vous voulez vérifier le côté linéarité, il vous faut au moins 3 à 4 points de mesure pour être à peu près pertinent et être serein sur cet aspect de linéarité. Évidemment, récupérez des données qui soient représentatives du métier et battez-vous avec le métier. Ne partez pas sur tout de suite des injections de données que vous pensez être la cible si ce n'est pas la cible. Identifiez vos composants pour éventuellement les moquer et vous abstraire des systèmes extérieurs pour bouchonnage. On parlait tout à l'heure des référentiels. Si vous avez des appels à des référentiels à l'intérieur de votre composant, pensez à tous ces points-là. Et n'hésitez pas non plus à faire des développements pour vous faciliter ce travail de performance. C'est des développements qui sont utiles, que vous allez utiliser régulièrement et que vous allez aussi pouvoir réutiliser dans d'autres composants. Éventuellement des mécanismes d'injection. S'il y a des systèmes où vous n'avez pas accès mais vous connaissez les données, prévoyez des choses pour simuler justement ce comportement. Au niveau de l'expérimentation, donc là, vous avez posé un petit peu les choses. Vous avez une bonne cible en tête de ce que vous voulez faire. Là, vous allez commencer à expérimenter. L'expérimentation, j'insiste, mais c'est à la main. Commencez pas à vouloir rentrer des choses dans des outils, à tout de suite produire des scripts en disant « Ah, c'est des tirs de performance, est-ce que je prends du Gatling, est-ce que je prends… » Et puis en l'occurrence, Gatling, quand vous êtes sur un système en mode asynchrone où il y a de la volumétrie, vraisemblablement que ce ne sera pas le bon outil. Donc ne focussez pas sur les outils, partez sur une version qui soit stable, ayez un environnement dédié, et commencer à expérimenter sur une toute petite volumétrie. Déjà, si ça fonctionne avec un fichier, vous avez 10 lignes, c'est super. C'est-à-dire que vous avez tracé le chemin, et je vous assure qu'avant de faire passer déjà les 10 premières lignes, vous tombez justement un peu sur des os. Donc plus vous êtes sur une unité petite, plus vous avez de la réactivité et vous pouvez intervenir sur les différents points qui bloquent. Soyez indépendant des problématiques d'infra. En général, quand on commence un projet, on a le volet dev qui part, on a le volet ops qui part aussi. Peut-être que le cluster Kubernetes n'est pas tout à fait encore stable, il est en construction, donc il faut que vous puissiez être indépendant de ces problématiques d'infrastructure. Le composant, il faut que n'importe quel dev puisse le lancer sur son poste pour des besoins de debug, pour avoir une boucle de feedback rapide. Si vous êtes sur une petite volumétrie, ça ne pose pas de problème. Vous pouvez regarder, apprendre comment fonctionne votre système. La partie analyse, donc là c'est pareil. Comment est-ce que je vais préparer pour ma phase d'après mon mécanisme d'assertion? Qu'est-ce que je vais poser comme assertion? Sur des tests de performance, c'est quelque chose qui est super compliqué. Vous pouvez demander à votre métier ne va pas vous aider.
Les 1 million, les 10 millions, les 100 millions, en fonction de votre infrastructure. Combien de temps? Votre métier ne va pas pouvoir vous donner la réponse. Par contre, il faut que vous ayez des moyens de collecte de l'information. Ces moyens de collecte, concrètement, ça va pouvoir appeler des endpoints d'API. Donc, quand on est dans un système asynchrone où on a de la volumétrie, on déclenche un traitement. Ce traitement, en retour, va nous donner un identifiant. Et l'idée, c'est tous les X temps de revenir avec cet identifiant-là pour avoir l'état d'avancement du traitement. Donc là, c'est pareil. Quand on est aussi sur des systèmes asynchrones, il faut penser justement à tous ces moyens. Comment est-ce que je vais collecter? Où est-ce qu'en sont mes traitements? Pensez à adapter la configuration de vos logs aussi, que ce soit en termes de level, le logger dédié à la performance. Ce n'est pas grand-chose à mettre en place sur la partie développement et vous pouvez justement loguer et filtrer rapidement sur les informations qui vous intéressent quand vous travaillez sur de la performance. Évidemment, jetez un œil à vos logs. Si vous avez des erreurs, si vous êtes trop verbeux, de toute façon, les temps que vous allez avoir sur la performance, potentiellement, ils vont venir altérer vos mesures. Donc, soyez aussi vigilants sur cette partie-là. Et puis, les collectes métriques système, de vérifier est-ce qu'on a bien tout ce qu'il faut en termes de CPI, de mémoire et d'IO. Sur cette partie analyse, vous allez voir peut-être des erreurs dans les logs. Donc, vous allez faire des développements, vous allez réexpérimenter, analyser. Mais là, vous êtes sur de la petite volumétrie, c'est rapide. Vous pouvez être sur votre poste de dev. Et cette phase-là, en fait, vous allez vraiment débroussailler le terrain pour après pouvoir lancer des tirs sur de la volumétrie. Ensuite, la phase d'automatisation. Donc, une fois que vous avez débroussaillé le terrain, vous allez pouvoir commencer à réfléchir à automatisation et industrialisation. Cette partie-là, régulièrement, on va lancer les scénarios de perf, on va récolter les métriques et puis on va historiser ce qui a été fait et éventuellement mettre en place un mécanisme d'alerting. Il ne faut pas que ça intervienne trop tôt. C'est ce qu'on a dit précédemment. Il faut d'abord connaître bien son système pour pouvoir poser des assertions et éventuellement proposer un mécanisme d'alerte. Donc en général, vous allez être sur des seuils. L'idée, c'est quand vous faites des développements, vous aviez des temps de référence sur des campagnes de tir de performance. Si vous avez pris 10% dans la vue sur les développements de la journée, c'est beaucoup plus simple d'avoir l'alerte le lendemain matin parce que vous êtes sur un périmètre bien ciblé pour trouver quels sont les développements justement qui ont altéré les résultats de performance. Détecter au plus vite des régressions et pouvoir éventuellement aussi confirmer des gains sur une campagne d'optimisation. Là, vous avez débroussaillé le terrain, vous avez automatisé, donc vous êtes sur un système où vous pouvez rajouter des fonctionnalités. Et puis, les tirs de performance, vous allez arriver à un moment donné où vous allez passer votre volumétrie cible. Puis votre volumétrie cible, vous êtes un petit peu déçu, parce que les temps de réponse que vous avez, ils ne sont pas tip-top, quoi. C'est-à-dire que vous les lancez, et puis c'est cool 1 heure, 2 heures, 3 heures, 6 heures, 8 heures, 10 heures, et puis finalement, vous rentrez chez vous. Et puis vous revenez le lendemain matin, et puis péniblement, vous avez le temps qui s'est terminé à 2 heures du matin, donc vous êtes un petit peu déçu. Donc, va démarrer un cycle et une phase d'optimisation. Cette phase d'optimisation, ce qui est important de garder en tête, c'est que vous allez être sur un mécanisme où il va y avoir plusieurs itérations. Ce qui est important, c'est qu'une itération, vous devez confirmer ou infirmer une piste d'optimisation. Sur cette phase-là, vous n'allez pas lancer tout le temps la plus grosse volumétrie, parce que sinon, à chaque fois, vous allez vous taper 10, 12 ou 14 heures. Donc, pour valider votre hypothèse, ça fait un poil long. Donc là, il faut revenir à une volumétrie ni trop petite ni trop grande, mais de l'ordre d'entre 3 et 4 minutes pour avoir des choses qui sont quand même représentatives. Et justement, sur cette phase-là, vous allez rapidement avoir besoin d'un outil pour pouvoir faire du profiling. Parce que vous avez des temps de réponse qui ne sont pas forcément au rendez-vous, vous ne comprenez pas ce qui se passe, et quand vous analysez en gros les métriques système, ce que vous voyez, c'est qu'à un moment donné, vos threads, ils bossent un peu, et puis ils ne travaillent plus,
il bosse un peu, il ne travaille plus. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, dans la chaîne, il y a des points de contention, il y a des points de blocage. Donc là, une phase de profiling va commencer. Sur le projet, on a pris 2 outils en termes de profiling. On n'avait pas forcément de préférence ou de recommandation. On a commencé sur JVisual VM, qui est fourni par défaut. Et puis rapidement, on s'est rendu compte qu'en termes de profiling des threads, on n'avait pas tout à fait ce qu'il nous fallait pour pouvoir optimiser rapidement. En l'occurrence, on a utilisé YourKit, qui nous a donné satisfaction. Ce que ça nous a permis d'avoir, c'est de s'intégrer facilement à un process Java. Un composant, en fait, c'est rien d'autre qu'un jar. Donc, c'est un process Java qui tourne sur une machine. Ces process-là étaient à l'intérieur de containers Docker, donc sur une plateforme Kubernetes. Mais on pouvait s'intégrer facilement dessus et faire du profiling à distance. De la capture, du suivi d'événements et la possibilité aussi de prendre régulièrement des snapshots pour regarder, itération par itération, si on allait dans la bonne direction. Donc, suite à l'utilisation d'un outil de profiling, donc ça c'est un exemple tiré du projet, on arrive à avoir des phases qui descendent comme ça. Donc, quand vous présentez en fait ce genre de cycle à votre client, ok, vous êtes transparent, vous annoncez le premier tir qu'on a fait, on est à 17h, on a des pistes, on va rentrer dans la phase d'optimisation. Donc c'est pareil, prenez bien le temps aussi de détailler quelle est votre stratégie pour donner de la visibilité. Parce que votre client, ce qu'il attend, c'est le résultat, mais 150 millions, il passe ou il passe pas et en combien de temps. Donc il y a aussi cette étape de communication et le fait de se dire voilà où est-ce qu'on en est, voilà ce qu'on a mis en place et les pistes qui nous restent à adresser. Donc là, il y a les différentes phases qui ont permis de progressivement descendre. Et quand vous êtes sur un système asynchrone, vous rentrez un peu dans des problématiques de back pressure parce que vous levez le verrou que vous aviez au moment de la sauvegarde dans Cassandra pour passer en asynchrone. Donc, vous n'avez plus d'acquittement. Sauf qu'en entrée, après, vous avez l'accès sur vos fichiers, sur les temps I/O. Donc, arriver à trouver l'équilibre sur toute votre chaîne, donc justement sur la vision pipeline, sur le chaînage de tous vos composants, ça demande du temps sur cette phase d'optimisation. Le passage à la scalabilité, donc il intervient une fois que le volet performance est coché. Et ce passage à la scalabilité, ça va être s'adapter au rythme des demandes et en particulier aux montées en charge. En général, quand on a moins de sollicitations, notre application, elle se comporte plutôt pas mal. C'est plutôt les montées en charge où on a des soucis. Donc, comment est-ce qu'on maintient les fonctionnalités et surtout les performances de traitement qui vont avec? Donc, on s'est vraiment basé sur la plateforme Kubernetes pour gérer ce passage à l'échelle. Et ce qu'on a choisi, c'est justement d'intervenir au niveau de la configuration de la ressource Replica7 qui gère le provisioning à l'intérieur de la plateforme. Donc, notre modèle, c'est qu'à l'intérieur d'un pod, c'était un conteneur Docker et c'était un composant. Donc, ça nous a permis justement de tester des modèles de passage à l'échelle différents, composant par composant. Donc, concrètement, quand on s'est posé sur comment est-ce qu'on va pouvoir passer à l'échelle un composant, on a vu 3 options. Et on en a retenu 2, et c'est les 2 premières qu'on a retenues en raison de la prédictibilité des sollicitations du composant. Sur les composants qu'on a développés, on avait de la visibilité sur quand est-ce qu'ils allaient être sollicités, à quel moment, et le rythme de la montée en charge. Donc on a testé 2 options, la définition d'un nombre fixe d'instances, c'est-à-dire concrètement, dans la définition de votre configuration, vous pouvez mettre un nombre de réplicas. Donc un réplica 3, ça veut dire que vous allez avoir 3 instances de votre composant. Vous avez aussi la possibilité de faire de l'autoscaling, c'est-à-dire que vous allez pouvoir valoriser une fourchette entre un nombre d'instances minimum et un nombre d'instances maximum.
Donc il y a différentes stratégies pour faire de l'autoscaling sur des ports. Et la troisième option, c'est l'option à la demande ou à ma guise, sans vouloir plagier. Là, ça va être quoi? Ça va être finalement, dans mon développement, je vais utiliser les possibilités offertes par l'API Kubernetes pour moi-même aller créer l'ensemble de ma chaîne. Donc, aller créer des déploiements, des répliques assets et des pods. Et ce qu'on peut envisager, c'est de se dire, j'ai un fichier qui arrive, mon orchestration détecte l'arrivée d'un fichier, va notifier l'API Kubernetes pour lui dire, instancie-moi tout ce qu'il faut pour mon composant d'intégration. Le traitement, en fait, se fait, et à la fin, de même, le composant d'intégration va pouvoir se détruire. On n'a pas choisi de retenir sur les 10 mois de projet cette option-là, parce qu'on n'a pas voulu se mettre une dépendance et un couplage à l'API Kubernetes. Vu qu'on avait de la bonne visibilité sur la prédictibilité, et ce qu'on a fait tourner, les deux premières options nous ont permis d'arriver à être au rendez-vous de la scalabilité. Le côté robustesse, il est un petit peu plus compliqué. Là aussi, on s'appuie sur Kubernetes, mais pas uniquement. Kubernetes, ce qu'il va vous permettre de faire, c'est il va détecter qu'un composant est perdu, qui s'est détruit pour une raison X ou Y, mais partez de toute façon du prérequis que n'importe quel composant va pouvoir tomber à n'importe quel moment. Donc Kubernetes va détecter justement que ce composant est tombé et lui-même, en fait, va vous recréer une nouvelle instance. Si vous avez dit à votre plateforme en permanence, il faut que j'ai 3 instances de mon composant, il y en a un qui meurt, la plateforme va vous en faire repopper un autre immédiatement. Donc, notre brique d'orchestration, si on se reprojette en fait dans notre pipeline d'exemple, elle a envoyé une demande au composant d'intégration. Donc évidemment, il y a un mécanisme d'identifiant. En fait, le composant est tombé, ou en fait, peut-être que sur les 100 millions de données que j'avais en entrée, aux 60 millions, il s'est passé quelque chose, mon composant est mort. En plein milieu, il s'est passé quelque chose. Donc, j'ai jamais eu de retour. Donc, OK, j'ai un nouveau composant, mais le traitement ne va pas repartir. Donc, il faut vraiment mettre en place au niveau de chacune des typologies de vos composants, orchestrateur et composant métier, un mécanisme de rejet. Le mécanisme de rejet côté orchestrateur, concrètement, il va détecter qu'il n'y a pas eu de réponse, donc il va, au bout d'un certain temps, il va ressolliciter la demande et là, il va obtenir une réponse. Donc là, c'est un couplage Kubernetes plus développement spécifique. L'idée, c'est votre pipeline, c'est votre colonne vertébrale finalement. Ça représente votre métier, vous donnez de la visibilité sur tous ces aspects techniques, performance, scalabilité, robustesse. Vous avez validé unitairement tous vos composants sur chacun des 3 aspects. Donc votre chaîne, ça permet vraiment d'accélérer. Une fois que vous chaînez tous vos composants, en général, ça se passe bien. Vous êtes plus sur de l'optimisation ponctuelle, mais une fois que chacun des composants s'est validé, on est vraiment sur une démarche itérative. Donc là, c'était un peu notre contrat avec le métier, c'est-à-dire que régulièrement, on donnait de la visibilité par rapport aux tests de pipeline qui étaient verts, donc sur les 3 volets, et on travaillait aussi sur des templates d'analyse. Les templates d'analyse de perf, donc une partie où on avait le contexte, les configurations d'infra, les temps de réponse et des recommandations sur l'infrastructure cible. L'objectif de la performance, c'est aussi de pouvoir dégager un certain nombre de recommandations, que ce soit sur de la configuration, sur de clusters pour la production ou des choses comme ça. Donc l'idée, c'était aussi de travailler sur ce volet recommandations, sur de l'apprentissage qui avait été fait. Sur la partie scalabilité, on avait en différentiel l'ajout d'informations sur de la montée en charge. Comment est-ce qu'on a géré cette montée en charge? Alors sur le pipeline d'intégration de fichiers, concrètement, c'était
j'envoie un gros fichier, j'attends une seconde, j'en envoie un autre, et j'ai X composants. Donc c'était la stratégie en fait de monter en charge. L'aspect linéarité, est-ce que si on trace tous les points, on est bien, ou est-ce qu'on commence à atteindre un plafond, donc une alerte, et éventuellement des recommandations sur un mode de passage à l'échelle. Sur la partie robustesse, on a mis en place du Chaos Monkey. Et ce qu'on a voulu mettre en place, donc là aussi, c'est votre pipeline, votre colonne vertébrale. Vous avez vos composants qui tournent. Et puis ce que vous allez mettre en place, c'est des règles Chaos qui, de façon aléatoire, sur votre chaîne, va venir détruire des composants. Donc finalement, votre collecte de métriques, c'est OK, mes tests sont bien ouverts, mais en plus, j'ai bien mes règles Chaos qui se sont exécutées. Et ce composant-là, sur ma chaîne, a été détruit à un moment donné. Celui-là aussi, celui-là aussi. Pour conclure, performance, scalabilité, robustesse, gardez en tête qu'il faut toujours les rattacher au métier. Le piège, c'est vraiment d'en faire des sujets technico-techniques, c'est-à-dire que vous commencez à vous enfermer, vous pensez automatisation, volumétrie, non, ça ne marche pas. Essayez justement de formaliser des démarches, de communiquer autour, de donner de la visibilité et embarquer justement le métier. Et le métier sur des problématiques d'adhérence à des systèmes extérieurs, ils vont pouvoir vous aider. Comment simuler tel ou tel comportement. Sagesse et patience, c'est dur, hein, parce que on est toujours attendu. Est-ce que vous avez passé la volumétrie SILM? Enfin, il y a un point psychologique aussi sur ça. Commencer petit, unitaire, valider les choses les unes après les autres avant d'envisager tout ce qui est automatisation et la volumétrie la plus grosse que vous puissiez avoir. Un seul combat à la fois. Partez pas sur et la performance et la scalabilité et la robustesse. Commencez déjà métier, à faire des fonctionnalités qui tournent, qui sont validées. Puis après, à commencer à adresser les performances. Comment est-ce que vous allez passer à l'échelle? Et finalement, quand j'ai des choses qui se détruisent, comment est-ce que mon système arrive à réagir avec ça? Des bonnes guidelines de design d'architecture. En l'occurrence, on avait la chance d'avoir des architectes sur le projet. C'est super important d'aller discuter avec eux en mode on a pensé quelque chose, je le présente, est-ce que c'est bien ça? Et ça aide aussi à voir si on est dans la bonne direction, si on arrive à formaliser les choses. Donc, est-ce que le rôle, la responsabilité des composants, tout ce qui est principe d'orchestration, comment est-ce que ça va fonctionner, les standards de com, le mode de stockage en mode append only, ça a l'air de rien, mais pour pouvoir rejouer des use cases, ça veut dire qu'à chaque fois, on repart de zéro et on recrée l'ensemble des informations. Donc toutes ces notions-là, c'est des notions qui sont hyper importantes si vous voulez être au rendez-vous de la perf, scalabilité et robustesse. Et puis évidemment, des bonnes pratiques de dev, que ce soit sur de la clean architecture ou aussi l'utilisation des streams. Pensez à l'idempotence de vos use cases aussi. Quand vous parlez avec le métier, OK, ce cas d'utilisation, ça fait quoi? Pensez à séparer potentiellement vos commandes de vos queries. Là, j'écris, est-ce que je modifie mon système? Là, est-ce que je vais récupérer des choses? Pensez, mon use case peut être lancé plusieurs fois. Le mode stateless, voilà, le plus possible pour ne pas avoir des conservations d'état, parce que sinon, ça va être compliqué de reprendre les choses. Et puis, tout ce qui est pattern sur du 12-factor app, évidemment, il y a plein de choses aussi à puiser à l'intérieur. Merci à tous.